Ravi de vous informer sur Espace TV. Bonsoir. À la une de l'actualité, début ce mercredi à Conakry, des activités du cadre permanent de dialogue politique et social. Autour de la table, les ministères des Travaux publics et du Transport, ainsi que la gendarmerie et la police. Une rencontre assez fructueuse qui s'est soldée par un terrain d'entente. Souleymane Tiangelba quitte le navire politique et du coup, l'UFDG, l'ancien directeur de la cellule de communication de ce parti de l'opposition, tourne la page à la politique pour se consacrer, dit-il, à d'autres activités. Une annonce faite quelques jours après son retour d'exil qui a duré 5 ans en France. Et puis l'interdiction de la coupe et du transport du bois affecte les secteurs affiliés. Les menuisiers sont mécontents et se plaignent de la rareté du bois et du prix exorbitant sur le marché. Ouverture ce mercredi du cadre permanent de dialogue politique et social. Et pour cette première journée, ce sont les transporteurs qui ont été reçus. Ils ont échangé avec les ministères des Travaux publics, des Transports, la gendarmerie et la police. Des solutions ont été déjà envisagées, notamment la collaboration entre le syndicat des transporteurs et la police pour éviter les tracasseries policières et la mise en place du 111 en rase campagne. Alseni Bari et Alseni Camara ont assisté à cette séance. Suivez. Dès sa prise de parole, le secrétaire permanent du cadre de dialogue rassure que ce dialogue est inclusif et thématique, raison pour laquelle, pour cette première séance, ce sont les transporteurs accompagnés de la gendarmerie et de la police, le ministère des Travaux publics, celui des Transports et de la Défense qui ont été reçus. On a sollicité la réglementation des transports en République de Guinée et les Guinéens, quel est leur avoir dans le secteur du transport et quel est l'appui du gouvernement pour améliorer dans le secteur du transport, comment on va avoir de crédit automobile pour le secteur du transport, c'est que les transporteurs. À ces revendications s'ajoutent les tracasseries policières et les barrages clandestins ou non réglementaires érigés ça et là. Pour cette dernière, le directeur général de la police indique qu'il n'existe que 4 barrages dans le cadre sanitaire. Il s'agit du barrage de Yorokogia, de Koya, de Kuntia et de Keitaya. Ces barrages sont des barrages de contrôle sanitaire, pas pour demander des pièces d'identité ou les documents de véhicule. Nous avons demandé aux syndicalistes à chaque barrage de désigner 2 syndicats qui restent à côté des policiers pour essayer vraiment qu'eux-mêmes ils contrôlent, qu'on travaille ensemble pour éviter les arnaques. J'ai dit maintes fois, tout policier qui n'a pas de barge numéroté, ne donnez pas vos papiers. Tout élément de la CMS qui demande les documents à un usager, ne donnez pas. Mais jusqu'à présent, les gens continuent à se plaindre, donc nous souhaitons à ce que les syndicalistes désormais travaillent avec les policiers et c'est ce qui va être organisé les jours à venir. En ce qui concerne la sécurité des personnes et leurs biens en rase campagne, le haut commandant de la gendarmerie rassure que le numéro vert 111 est disponible. Il y a aussi la gendarmerie routière qui est déployée partout à l'intérieur du pays. En compensation de ces barrages, il va y avoir des équipes mobiles qui vont naturellement prévenir les accidents et les abus sur la route, sans compter toute la stratégie opérationnelle que je ne dévoile pas ici sur les coupeurs de route. Aujourd'hui, les stratégies ont changé. Vous verrez dans les 48 heures ceux-là qu'on va mettre devant vous en tant que presse pour identifier clairement les bandes qui oscillent entre Kindia, Mamou, Labé, Kouroussa et Farana. Le secrétaire permanent du cadre de dialogue salue cette journée de travail et rassure. Ce n'est qu'un début, ce n'est pas fini avec eux, parce qu'ils ont posé des problèmes qui ne peuvent pas être résolus ici. Mais nous allons continuer encore à nous concerter. El Adjfo de Bangoura indique que cette rencontre n'est que la première. Les jours à venir, les discussions devront se poursuivre avec d'autres acteurs politiques et de la société civile. Justement, Alseni Bari, des premières actions pour la tenue d'un dialogue juste et impartial. Mais quels sont les principaux acteurs de ce cadre de dialogue? Quelle doit être la nature des sujets à aborder pour mieux s'accorder sur des éléments devant aboutir à la satisfaction des structures concernées? Et quelle doit être la posture du nouveau secrétaire permanent? La réponse à ces questions, c'est avec quelques acteurs de la société civile dans ce reportage signé Ali Badara Camara et Mohamed Alou Seni Camara.
Comment décrisper l'atmosphère sociopolitique en Guinée? La question est aujourd'hui au centre des préoccupations du nouveau secrétaire permanent du cadre de dialogue politique et social dans le pays. Pour les acteurs de la société civile, ce cadre de dialogue doit en principe prendre en compte certains préalables liés à la préoccupation primordiale des acteurs politiques de l'opposition. Il s'agit entre autres de la libération des détenus politiques, le déconfinement de quelques opposants, mais aussi la réouverture des différents sièges des formations politiques de l'opposition. À mon avis, ce dialogue doit prendre en priorité la préoccupation majeure des acteurs politiques de l'opposition. Aujourd'hui, leur priorité, tout d'abord, c'est la libération des détenus politiques. Et cela est une priorité de la part des acteurs politiques de l'opposition, mais également discuter ensemble comment aplanir les divergences. Selon ces acteurs de la société civile, les hommes politiques de l'opposition devaient être privilégiés et consultés en premier pour que ce cadre de dialogue puisse être accessible à toutes les parties prenantes. L'opposition, on a toujours conseillé l'opposition, lorsque les conditions favorables d'un dialogue inclusif et participatif sont réunies, lorsque la volonté se manifeste par des actions concrètes et un agenda clair, l'opposition doit tout faire pour éviter toute abstention vis-à-vis de ce dialogue. Mais une fois encore, il revient au secrétaire permanent de montrer une lisibilité par rapport à sa démarche. Ce n'est pas une démarche routinière. Il faut qu'il y ait la particularité de ce dialogue-là par rapport au dialogue antérieur. Pour réussir le pari, le président de la coalition des organisations de la société civile pense que le secrétaire permanent du cadre de dialogue politique et social doit être serein dans sa mission. Le président de la République, tout ce qu'il peut recommander à ce secrétaire permanent, c'est de faire en sorte que toutes les tendances, que tous les Guinéens soient consultés. C'est de recommander à ce secrétaire permanent d'être impartial, et d'être juste et de mobiliser tous les Guinéens autour de ce programme. Dans leur ensemble, ils s'accordent tous sur la nécessité de la mise en place d'un comité de suivi des différents points assortis du dialogue, une manière d'éviter la frustration de certains acteurs du dialogue. Fini la deuxième session ordinaire budgétaire de la commune urbaine de Boké. Elle a été rehaussée par la présence des chefs de quartier, la société civile et les conseillers communaux Fodé Oumar Kamara et Salif Oulifo Sissé. Cette deuxième session budgétaire a pour objectif de discuter les problèmes qui minent la commune urbaine pendant le deuxième trimestre de l'année en cours. Au cours de cet échange, plusieurs points ont été débattus par les conseillers. Les préparatifs de la session budgétaire de Fodel, qui doit se tenir à Koualaboui du 16 au 19 juin. Et comme vous le savez, Boké est une préfecture qui reçoit les fonds de Fodel. Et déjà, c'est la deuxième année que nous allons recevoir les fonds de Fodel. Après déjà la première année, nous devons rendre compte au comité conjoint à Koualaboui de l'utilisation de ces fonds et voir également proposer par rapport aux fonds qui viennent d'arriver, les projets que nous allons choisir et par rapport à ce fonds Fodel. Désormais, la commune urbaine de Boké a envisagé une nouvelle stratégie pour la validation et le financement des projets. Les 50% du financement des projets reviennent aux zones directement impactées et les projets pertinents qui peuvent avoir des profits. Voir les projets par rapport à leur importance, ayant des caractères économiques et un caractère social. Et il faut l'examiner. Et surtout par rapport aux projets qui viennent des zones les plus impactées. Le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Boké par la voix du préfet a réitéré le soutien de la préfecture aux projets déjà programmés par les communes pour le développement de leur collectivité. Les points de vue qui ont été dictés ici, quand à l'ordre du jour, c'est pour dire que c'est des points de vue de développement de la commune de Boké. Quand on prend le marché de Boké qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est pour dire que c'est des actions de développement.
Et ces actions de développement ne peuvent être réalisées qu'en l'engagement des conseillers au niveau de la commune. Donc aujourd'hui, la préfecture que j'ai l'honneur de représenter ici, nous disons que nous les supportons et nous les soutenons par rapport à ces actions programmées pour 2021. Le Fonds de développement économique local de 2021, la commune urbaine de Boké a reçu plus de 150 projets de femmes et de jeunes dont le montant s'élève à plus de 10 milliards de francs guinéens. Et je vous l'annonçais à l'entame, il était jusqu'hier, mardi, membre de l'UFDG, la principale formation politique de l'opposition. C'est désormais officiel. L'ancien directeur de la cellule de communication du parti tourne la page politique. Souleymane Tianguelba l'a annoncé ce mercredi chez nos confrères de FIM FM. Et cette déclaration intervient quelques jours seulement après son retour d'exil en France. Mariam Fodé Camara commente cette actualité. Accusé dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo au siège de l'UFDG, Souleymane Tianguelba a clandestinement quitté le pays pour rejoindre l'Hexagone. En France, le désormais ancien directeur de la communication de l'UFDG a passé 5 ans d'exil puisque condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité dans cette affaire qui date du 5 février 2016. Quelques mois après, l'État guinéen avait déclaré à Abuja qu'il n'est pas concerné par cette affaire. Malgré tout, Tianguel continuera son exil en France. Il a fallu donc l'intervention du président qui a ordonné qu'un retour sécurisé lui soit rassuré. Dans son intervention dans les Grandes Gueules, Tianguel affirmait, je cite, « Je suis resté 5 années en dehors de la Guinée sans ma famille en abandonnant l'ensemble de mes activités dans tous les secteurs dans lesquels vous me connaissez. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de voir comment rattraper ce temps perdu. » Fin de citation. Au lendemain donc de cette sortie des Grandes Gueules, Souleymane Tianguel annonce son retrait définitif de la politique pour se consacrer à ses activités de communication et de la culture. Dans une émission ce matin, l'ancien membre de l'UFDG précise en ces termes. Ma position aujourd'hui, au point où j'en suis, la page politique est définitivement tournée chez moi. À partir d'aujourd'hui, c'est fini, je tourne la page politique. Je ne dis pas que je tourne la page UFDG. Cet exil m'a permis de savoir qu'il y avait beaucoup de personnes qui me suivaient. Je ne me suis pas rendu compte. Il y a eu des soutiens au-delà des clivages politiques et ethniques. Je pense donc que je dois arrêter la politique. Je sais que certaines personnes diront qu'ils n'auraient pas dû. Mais en même temps, d'autres pourraient être contents parce que depuis des années, on me demande de sortir de ce monde et de me consacrer à ce travail de la communication et de la culture. Aujourd'hui, c'est ce à quoi j'aspire. Fin de citation. Autre fait de l'actualité, le tribunal de première instance de Kaloum renvoie le dossier de Youssouf Din Kamara, alias Din le Voyageur, au 30 juin prochain. Il était cité à comparaître encore ce mercredi devant le TPI de Kaloum dans une affaire qui l'oppose à Pelbara. Barthélémy Hakim, Din est poursuivi pour escroquerie et complicité d'escroquerie, faux en écriture de bancard. Plus de précisions avec Diana Bangora et Lamine Silla. C'est la deuxième audience à laquelle Youssouf Din Kamara, connu sous le nom de Din le Voyageur, et son avocat ont brillé de par leur absence. Devant le juge Mohamed Diawara, le dossier a été défendu de fond en comble par la partie civile. Le représentant du ministère public qualifie cette action d'escroquerie de manœuvre frauduleuse selon l'article 413. Pour cela, il demande l'arrêt et la condamnation de l'accusé et ses complices à une peine de 5 ans ferme, entre autres. Le dossier avait été renvoyé aujourd'hui pour réquisition et plaidoirie. Nous avons plaidé le dossier en notre qualité de partie civile. Et le ministère public a fait ses réquisitions. Il a requis 5 ans de prison à l'encontre de M. Youssouf Din Kamara et ses complices. Voilà. Et il a également requis des peines complémentaires, comme vous l'avez suivi là-bas, qu'il s'agit de la dégradation civique. Ce citoyen tchadien serait venu en Guinée dans l'optique de faire des affaires.
Puis, il s'est retourné à Dubaï où il aurait versé la somme de 492 000 $ à Dean le voyageur. Mamadou Bayatara, Aboubakar Souma et Aboubakar Diallo sont cités comme des complices de l'accusé. Ces trois surnommés doivent aussi comparaître devant ce tribunal. En notre qualité de partie civile, nous avons demandé le montant de 492 000 $, parce que ça c'est le principal, y compris le montant de 5 000 € et de 2 000 $. Ça c'est à titre principal. Maintenant, pour la réparation du préjudice dont l'infraction là nous a causé, nous avons demandé au tribunal de condamner M. Dean et ses complices à nous payer la somme de 300 000 $ pour la réparation du préjudice. Pour rappel, Youssouf Dean Camara est poursuivi pour des faits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie faux en écriture de banque. Le délibéré est renvoyé au 30 juin et son avocat s'attend à un jugement par défaut qui sera tout de même exécuté. Restons toujours au TPI de Kaloum. Un mandat d'arrêt a été décerné contre Eli Kamano, le président du PGSD. Interrogé, son avocat, maître Salifou Beyavogui, parle de 2 poids, 2 mesures. Eli Kamano est poursuivi par l'ex-président de la Fédération guinéenne de football, Salifou Camara, supervé pour injure et diffamation par le biais d'un système informatique. Et les faits sont prévus et punis par l'article 29 de la loi 037/AN/2016. La défense compte attaquer après concertation avec le prévenu. Propos recueillis par Dina Bangora et Lamine Silla. Le tribunal vient de décerner un mandat d'arrêt contre lui pour la bonne et simple raison qu'il n'était pas dans la salle pour raison de santé. Nous avons voulu expliquer cela au tribunal, mais nous pensons que le terrain était déjà préparé pour ça, il faut le reconnaître. Les faibles sans voix sont toujours pourchassés, intimidés. Dans cette affaire, toutes les parties ont porté plainte. M. Eli Kamano, à son tour, a porté plainte contre M. Salifou Camara Supervé pour atteinte à la vie privée. Cette plainte est à la DPJ depuis bientôt 1 mois. Nous avons écrit à M. le procureur de la République d'intervenir pour que cette plainte soit instruite et transmise au tribunal pour que les 2 parties comparaissent devant le tribunal. Impossible. Il y a le 2 poids, 2 mesures. Aujourd'hui, on s'acharne contre Eli dans la plainte de M. Supervé contre lui et on piétine, on abandonne, on refuse de poursuivre la plainte de M. Eli Kamano contre M. Supervé pour atteinte à la liberté, à l'image. Nous prenons acte de cette décision, nous prenons acte de ce mandat qui vient d'être décerné et nous en tirerons toutes les conséquences du droit. Est-il que mon client ne se laissera pas faire, nous allons continuer à nous battre. Je vous l'annonçais dans les titres, la décision du gouvernement interdisant la coupe et le transport du bois en Guinée fait des effets sur le marché. Les menuisiers aussi se font entendre et ces hommes de métier ayant pour matière première le bois se plaignent de la rareté et du coût élevé du bois sur le marché. Ils invitent donc le gouvernement à revenir sur sa décision. André Mossi Milimono et Ibrahima Sori Camara pour les détails. L'interdiction de la coupe du bois par les autorités a eu une répercussion dans les ateliers de menuiserie. Nabi Conté et ses apprentis sont inquiets. Depuis que cette décision est tombée, le coût du bois est devenu très élevé selon ce maître menuisier. Il estime d'ailleurs que le bois local est revendu hors du pays. Le bois est devenu très cher sur le marché. La planche se négocie entre 70 000 et 80 000 francs guinéens. Ils préfèrent aller vendre le bois ailleurs, pendant que nous autres, nous souffrons ici. Avec une vingtaine d'apprentis, son atelier attire assez de monde à cause de la qualité de ses meubles. Pour lui, cette crise peut entraîner une diminution de la production au niveau des menuiseries. Il pense qu'il vaut mieux encourager la fabrication locale que d'utiliser les meubles importés. Les meubles que nous fabriquons ici sont plus garantis que ceux qu'ils importent. C'est des contreplaqués qu'on nous envoie ici, tandis que nos fabrications locales peuvent résister pendant très longtemps.
Cet acteur de la filière bois plaide pour un allègement de la décision d'interdiction. Demandons à l'État de nous venir en aide. Le président est élu pour ça. Nous les menuisiers souffrons énormément. Cette décision est intervenue suite au démantèlement d'un réseau clandestin de coupe abusive et d'exploitation de bois dans les préfectures de Mamou et Farana. Elle est entrée en vigueur ce lundi 14 juin 2021. Nabi Conté continue d'espérer que la décision sera soit allégée ou annulée. Édition réalisée par l'ensemble de la rédaction d'Espace TV. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. L'actualité revient à 22h. Bonne soirée chez vous.